Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Allons plus loin. Et avec nous pour ce grand débat d'ALPL, Éric Delannoy, bienvenue. Vous êtes président fondateur de Tenzing Conseil qui fait donc du conseil en stratégie opérationnelle. Aurore Gorius, bienvenue. Vous êtes journaliste pour le site lesjours.fr. Vous êtes spécialiste des questions de lobbying, d'écologie et d'économie. Bettina Laville, bienvenue. Vous êtes présidente et fondatrice du comité 21 qui vise à accompagner les organisations dans la mise en place du développement durable. Vous êtes ancienne conseillère de Pierre Bérégovoy et de Lionel Jospin sur les questions environnementales et vous êtes co-auteur de l'adaptation au changement climatique, une question de société. Enfin, avec nous également, mais à distance, Erwan Tison, bienvenue à vous. Vous êtes économiste et directeur des études à l'Institut Sapiens. Merci à tous les quatre d'être ici. Relance économique, développement durable. Je parlais d'une équation très difficile à résoudre en introduction. Vu la nouvelle équipe, Barbara Pompili à l'écologie, Bruno Le Maire à la relance, est-ce que ça peut marcher cette fois, Bettina Laville ? Question directe. Mais oui, ne perdons pas de temps. Alors, je pense que ça peut marcher parce que, d'une part, Bruno Le Maire a manifestement évolué depuis le début de sa prise de ministère et que, d'autre part, il est soumis à une injonction forte de relance verte du président de la République. Et je pense que Barbara Pompili sera très attentive sur le sujet. Pour la première fois, et contrairement en 2008, la relance économique ne peut pas aller sans l'avènement d'un développement plus durable et d'écologie. Et l'écologie doit servir la relance et ne pas s'opposer à l'économie. Et ça, c'est une nouveauté. Et si on rate ça, ça veut dire qu'on ratera la suite. Et ça, ils ont vraiment un défi très important à relever. Le défi est très important. Pour autant, le duo Barbara Pompili-Bruno Le Maire, qui vont être amenés à être vraiment associés sur ce défi majeur. Vous y croyez ? Vous êtes confiante, Aurore Gorius ? Un peu sceptique dans la mesure où on a deux ministres qui n'ont pas le même poids dans ce gouvernement. Barbara Pompili a été par le passé une fois secrétaire d'État à la biodiversité sous François Hollande, mais elle n'a pas du tout la même surface politique que Bruno Le Maire, qui est à Bercy depuis 3 ans, et qui là, au moment du déconfinement, a mis en place de premières mesures économiques qui ne vont pas, pour l'instant, on n'a pas l'impression, dans le sens de décisions où l'écologie est une priorité, en fait. Il a renfloué, en tout cas, il a fait des prêts à des grandes entreprises sans contrepartie environnementale, notamment Air France ou d'autres, qui sont des entreprises qui ont un coût écologique dans leur activité assez important. Donc, comment va exister Barbara Pompili par rapport à Bruno Le Maire ? À un moment donné, il faut aussi aller gagner des arbitrages. Donc, il faut avoir un poids politique, il faut avoir le cabinet pour ça. Et les épaules. Et les épaules. Et on sait que Bercy, pour ça, est quand même une machine très puissante. C'est là que se lient et se délient les cordons de la bourse. Donc, c'est quand même une mission difficile pour Barbara Pompili, même si elle a récupéré le statut de numéro 2 du gouvernement. Et on sait que l'emblématique Nicolas Hulot s'est déjà cassé les dents. Éric Delannoy, je rappelle les mots de Nicolas Hulot en août 2018, lorsqu'il annonce sa démission sur France Inter. Il nous dit « Je me suis surpris parfois par lassitude à baisser les bras et à un moment ou un autre à baisser mon seuil d'exigence. Et là, je me suis dit, c'est le moment d'arrêter. » Il lui a été, à lui aussi, impossible de mener la politique écologique qui lui semblait la bonne sous le mandat d'Emmanuel Macron. Pourquoi Barbara Pompili y arriverait-elle ? Est-ce que vous diriez qu'il y a eu un changement d'état d'esprit ? D'abord, il y a plusieurs choses qui changent. La première, c'est qu'il faut introduire un troisième personnage dans ce duo que vous évoquez là, qui est Julien de Normandie. À l'agriculture, on a quelqu'un qui n'est pas soumis à de quelconque lobby, qui est assez neuf, mais qui a une certaine forme de détermination, qui est un des premiers d'Emmanuel Macron et qui donc a une espèce d'onction Emmanuel Macron. Et Barbara Pompili, il ne faut pas oublier non plus qu'elle a, elle, l'onction du peuple à travers cette convention citoyenne. Ça va être une de ses missions de mettre en place les 146 propositions. À ce titre-là, ça permettra à très peu de marge de manœuvre à Bruno Le Maire de l'empêcher de pouvoir mettre en place ce qui a été décidé par la Convention, quel que soit ce qu'on peut en penser. Donc il y a quand même un certain nombre de contextes qui ont évolué avec le temps, qui permet de dire qu'aujourd'hui, le ministère de l'écologie, qui va se recentrer sur l'écologie. Le troisième phénomène, c'est que vous avez remarqué que ça a été, entre guillemets, débarrassé, et c'est dommage d'ailleurs, de toute la partie solidarité, etc. etc. On se recentre sur l'écologie avec une mission bien précise. Il reste 2 ans pour le mettre en place, c'est assez peu. Je pense que Bercy sera
aura pour mission de d'aider à mettre en œuvre en mettant en place les mécaniques financières et ne s'y opposera pas le ministère de l'Agriculture qui jusqu'à présent était quand même en opposition avec le ministère de l'Écologie de manière traditionnelle. Pour illustrer les difficultés possibles, et je vous donne la parole dans un instant, Erwan Tison, sur Twitter, certains se sont amusés à déterrer cet échange d'amabilité entre Barbara Pompili et Gérald Darmanin, qui en dit long sur l'idéologie des uns et des autres. Regardez, ça se passe en juillet 2015, en pleine campagne des régionales dans le Nord. Les Khmer verts au pouvoir, on a bien vu, on n'en veut plus, dit alors Gérald Darmanin, qui est député du Nord, et il s'adresse à Barbara Pompili. Je place le débat au niveau de ce qu'il devrait être. Quelle politique pour être utile aux citoyens? Vous faites du caniveau, lui répond Barbara Pompili, qui est alors députée Europe Écologie Les Verts de la Somme. C'était il y a 5 ans, certes, dans un autre contexte, certes, mais est-ce que ça dit quelque chose de l'incompatibilité possible entre les deux camps, j'allais dire, si je dois caricaturer, Erwan Tison? Alors, je me garderai de commenter volet politique. Hein. Je laisse au Premier ministre le soin d'arbitrer les conseils des ministres qui vont être houleux, du coup, pour arbitrer ces lignes-là. Non, blague mise à part, effectivement, la société même est traversée par justement cette contradiction. On a l'impression aujourd'hui qu'on peut plus se développer si on ne prend pas en compte justement le principe écologique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un arbitrage entre croissance et décroissance. Moi, je pense que il faut s'inscrire complètement faux là-dessus. Les deux sont complètement compatibles. Et même si l'échange peut sembler contradictoire, il a plus de 5 ans. Et en 5 ans, les mentalités ont considérablement évolué. Les entreprises, qui sont quand même les premiers acteurs justement de la transition écologique, parce que la plupart du temps, ce sont eux qui émettent le plus d'externalités positives et négatives, sont justement au cœur même de ce changement-là. Les entreprises sont pénétrées au-delà du champ politique par énormément d'injonctions de la part de leurs actionnaires et de la part de leurs clients pour justement changer. Donc, de même qu'il y a eu ce marché politique, ce marché des citoyens qui justement ont imposé l'écologie dans le débat politique, les clients et les consommateurs ont eux aussi mis ça sur la table en imposant aux entreprises d'avoir justement des comportements plus vertueux. Donc du coup, c'est la preuve qu'en fait, écologie et économie peuvent marcher main dans la main, comme pourront peut-être le faire tous nos ministres aux visions contradictoires d'antan. Aurore Gorius, ça suffit de dire les états d'esprit ont changé? Oui, il y a une évolution très nette. On l'a vu notamment au moment des municipales. On a bien vu qu'il y avait une attente très très forte en matière d'écologie. Mais évidemment, il y a aussi beaucoup d'obstacles. Vous l'avez rappelé, Nicolas Hulot est parti en claquant la porte parce qu'il dénonçait le poids des lobbies et notamment celui de la chasse. Et d'ailleurs, Barbara Pompili elle-même l'avait dénoncé après son passage dans le gouvernement, dans un des gouvernements sous François Hollande. Et Julien de Normandie, nouveau ministre de l'Agriculture, nous dit Éric Delannoy, qui n'est pas sous la pression des lobbies. Oui, mais vous qui êtes spécialiste des lobbies. Mais il faut être très solide face au lobby de la FNSEA. Il faut être très très solide. Alors peut-être qu'il est moins que Didier Guillaume, peut-être. Et puis effectivement, il a un lien direct avec Emmanuel Macron, puisque c'est un de ses premiers conseillers. Il a fait sa campagne avec lui. Donc on peut imaginer que ce sera un relais pour Emmanuel Macron pour justement essayer au niveau de l'agriculture de peser aussi. Mais ça va pas être facile. Le lobby de la FNSEA est très très puissant. On sait aussi que les agriculteurs, la situation économique est très compliquée. Donc en fait, c'est un mystère très très lourd à porter. Auparavant, Julien de Normandie était au logement, il avait été assez chahuté, il avait eu du mal au début à s'imposer, sachant que lui non plus n'a pas d'expérience politique, hein. C'est un conseiller. Donc il va falloir être très habile, très 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 vertical pour tenir tête au lobby. Et c'est vrai qu'il y avait une demande, par exemple, du côté des écologistes, de faire un grand ministère de l'écologie qui rassemble transministériel. Voilà, transport, agriculture, énergie et logement. Et finalement, Barbara Pompili ne récupère, entre guillemets, que le logement avec Emmanuel Vargon qui récupère ce portefeuille. Voilà, donc c'est quand même... Il faut arriver à déployer une politique en face à des intérêts sectoriels qui sont très puissants et qui pèsent à Bercy, qui ont des relais très forts à Bercy aussi. Donc c'est une mission très compliquée. Maintenant, peut-être qu'avec le poids d'Emmanuel Macron, qui en a fait son chantier, qui a bien compris que là, sur la fin du quinquennat, il fallait ouvrir ce chantier, peut-être qu'elle va être aidée, mais il reste peu de temps. Il reste un an et demi. Hein. On va l'entendre, Emmanuel Macron, l'axe écologique de l'exécutif dans les mois à venir, on en a une petite idée, a priori, puisque c'est censé être celui de la Convention citoyenne pour le climat, que lui-même a validé en très grande partie. Je rappelle qu'il retient 146 des 149 propositions. Certaines seront décidées fin juillet, d'autres intégrées au plan de relance. La plupart feront en tout cas l'objet d'un projet de loi un peu multi-mesures spécifiques présenté en septembre. Et il a même annoncé une enveloppe supplémentaire. Vous me direz si c'est suffisant, on l'écoute. L'État prendra toute sa part. C'est pourquoi, dès le plan de relance que nous sommes en train de préparer, 15 milliards d'euros supplémentaires sur 2 ans seront injectés dans la conversion écologique de notre économie.
Nous allons mettre en place un fonds de transformation écologique de notre économie dans le plan de relance. Alors Bettina Laville, vous nous parliez du tournant qui fait que cette fois l'écologie est au cœur de l'économie. En revanche, les 15 milliards d'euros, beaucoup disent que c'est une goutte d'eau. Oui, je l'ai dit d'ailleurs dans une interview récente, très curieusement, à la Convention écologique, un institut économique a sorti 7 milliards par an. Alors que tous les économistes, vraiment, je parle sous votre contrôle, à tous, s'accordent à dire que la relance économique, la relance écologique dans l'économie, tout confondu, c'est 50 milliards par an. Alors, simplement, il faut écouter le président de la République. Il a dit, vous avez 15 milliards en clair pour la Convention, je veux dire, pour les mesures de la Convention. Et il a dit, il y aura un fonds écologique dans le plan de relance. Donc en fait, quand vous ajoutez ce fonds écologique dédié à l'écologie dans la relance, plus et surtout les colossales mesures européennes qui sont en train de se décider, et là moi je voudrais vraiment saluer l'action de Pascal Canfin parce que véritablement il booste complètement l'Europe là-dessus, et tous les jours en ce moment dans la Commission, ce sont complètement d'autres montants. Et ça, c'est vraiment très important. Alors à part ça, vous savez, moi ça fait très longtemps, malheureusement pour moi, que je connais bien les ministères de l'écologie, etc. Et le coût du ministère, alors ça, bon, ça fait 30 ans que je l'entends, un grand ministère, moi je suis profondément pas d'accord, et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'un grand ministère, le ministre, qui est le grand ministre, prend les arbitrages à l'intérieur de son propre ministère. Et donc, il choisit entre ce qu'on appelait autrefois la sphère équipement et la sphère environnement. D'accord. Tandis que, quand vraiment vous avez un ministère de l'écologie, un ministère de l'agriculture, un ministère de l'industrie, un ministère du logement, et que tout le monde, pardonnez-moi l'expression, s'engueule, eh bien ça va à l'arbitrage du Premier ministre et du Président de la République. Et quand le Président de la République, quel qu'il soit, a pris des engagements forts, eh bien curieusement, moi j'ai vécu ça comme plusieurs fois dans presque des mieux, postes. quoi. Voilà, c'est presque mieux. Donc il ne faut pas, je veux dire, il faut pas s'abreuver de symboles. Et dernière chose, vous savez, c'est très grave la situation écologique. Et ce n'est pas la Convention citoyenne et 143 mesures qui vont révolutionner le peuple, justement. Parce qu'en fait, le peuple, c'est 66 millions moins 150 citoyens. Donc voilà. Donc c'est quand même très important. Et tous les clivages qu'il y a dans la société, ils se retrouvent complètement aujourd'hui dans... Alors, je suis tout à fait d'accord, non pas décroissance-croissance, ça c'est... mais dans deux modèles de société. Ce qui va être passionnant dans ces 2 ans à venir, c'est la conception que vont porter les maires, les nouveaux maires, en face de celle du gouvernement. Et c'est très certainement que là va se faire vraiment la définition de la future écologie dans les années à venir. Les 15 milliards peut-être, Éric Delannoy. Alors, je suis assez d'accord sur le fait que 15 milliards seuls, ça ne veut pas dire grand-chose. En revanche, il faut y ajouter effectivement l'effort européen sur ce qui est en train de se débloquer. Il faut effectivement y ajouter les collectivités territoriales qui, poussées par les nouveaux maires verts, vont certainement faire des arbitrages budgétaires en faveur de projets écologiques. Et puis, il faut y ajouter également ce qui n'est pas encore arrivé, qui doit arriver dans les jours prochains, c'est les nouveaux secrétariats d'État. Il manque quand même des secrétariats d'État importants dans la problématique de la transition écologique. Le digital, donc le numérique, qui a quand même un impact écologique important, l'économie sociale et solidaire. Donc vous pensez que le verdissement pourrait arriver dans la nomination des secrétaires d'État? Parce que le verdissement, on ne l'a pas tout à fait vu dans ce gouvernement. Ça va bien évidemment se faire, parce qu'on voit bien que, par exemple, si je ne prends que l'économie sociale et solidaire que je connais bien, les hauts commissaires qu'il y avait ou les secrétariats d'État qu'il y avait maniaient des sommes qui allaient de 1 à 5 milliards d'euros pour pouvoir pousser des associations, pour pouvoir pousser un ensemble d'acteurs qui ont des impacts très forts en matière sociale et environnementale. Et donc à ce titre-là... Il va peut-être être secrétaire d'État. Oui, on verra. Mais à ce titre-là, on a effectivement, il faut attendre une vision complète de la politique économique qui va se mettre en place une fois qu'on aura l'équipe au complet. Simplement, ce que je voudrais rajouter par rapport à ce qui vient d'être dit sur l'équipe ministérielle, ce qui a mal fonctionné pendant la crise du Covid. Et ce sur quoi il faudra être très vigilant dans cette nouvelle organisation, c'est effectivement pas des symboles de grands ministères pléthoriques, mais le fait que l'interministériel fonctionne mieux. Oui, aujourd'hui, l'interministériel fonctionne pas bien.
Les arbitrages qui sont rendus sont des arbitrages qui sont souvent des arbitrages locaux et qui ne correspondent pas à des visions de politique économique globale. Et donc, il faudra la connaissance des rouages administratifs et ministériels d'un Jean Castex pour faire en sorte que les arbitrages qui soient rendus soient en faveur des politiques qu'il veut mettre en place et non pas en faveur des ministères qui les défendent. Et l'interministériel qui fonctionne mal, c'est celui-là. Et c'est un travail qui est colossal et très compliqué. Erwan Tizon, qu'en pensez-vous de cette enveloppe annoncée par Emmanuel Macron de 15 milliards d'euros supplémentaires pour cette transition écologique ? Au-delà des chiffres, parce qu'il y a un véritable effet d'annonce, qu'est-ce qu'on met dans les 15 milliards? Des fois, vous avez des arbitrages, des choses qui sont déjà préemptées, des dépenses qui sont déjà allouées. Et ce qu'il faut voir surtout, c'est l'effet. Moi, je reprendrai 2-3 choses qui ont été dites avant. Vous savez, on peut annoncer autant de dépenses qu'on veut, tant qu'on ne mettra pas une politique écologique de bon sens, on n'arrivera pas justement à réussir cette transition nécessaire. Une chose très simple, la semaine dernière, on a décidé de fermer quand même le réacteur, de fermer la centrale de Fessenheim. Fessenheim, le nucléaire, c'est la seule énergie justement qui, avec l'éolien, a le moins d'impact CO2 sur l'environnement et qui en plus nous garantit une certaine souveraineté. À côté de ça, on bride certains industriels sur l'innovation, sur la recherche, alors que justement la transition écologique se fera par l'innovation. 3 chiffres là-dessus. Les émissions de CO2 de l'industrie en France ont diminué de 40% en valeur totale depuis justement 20 ans. Pourquoi? Parce que les gens font énormément d'efforts justement sur ce qu'ils rejettent dans l'atmosphère. Les avions, on critique souvent l'avion à juste titre pour son impact environnemental négatif. Il faut savoir qu'en l'espace de 15 ans, on a augmenté de 60% le nombre de passagers transportés, mais les émissions de CO2 n'ont augmenté que de 15%. C'est-à-dire que les motoristes font énormément d'efforts là-dessus. Donc au-delà, il faut se méfier vraiment des effets d'annonce. Ce qu'il faut regarder, c'est bien quelle politique est développée par chaque ministère d'un point de vue vraiment sectoriel? Parce que là, pour le coup, on peut avoir un ministère de l'écologie, mais l'écologie, quelque part, est vraiment elle est transdisciplinaire. Elle doit justement aller dans tous les ministères. Donc, on peut se poser la question d'avoir un ministère de l'écologie qui pourrait être un petit peu un habillage politique. Et de l'autre côté, si jamais on n'a pas justement tous les leviers et tous les moyens qui sont développés dans tous les champs d'application de la politique française, dans ces cas-là, ça servira strictement à rien. Donc, méfions-nous des effets d'annonce. Regardons ce qui est fait surtout. Arrêtons la politique, quelque part, politicienne et ayons vraiment justement une vraie politique ambitieuse sur l'écologie, notamment sur l'énergie avec le nucléaire, sur l'économie circulaire aussi, qui est un formidable occasion justement de réduire nos émissions annuelles, et permettons justement à nos industriels, à nos entreprises, à nos associations et à tous nos organismes, à tout notre tissu entrepreneurial français de pouvoir innover parce que c'est de là justement que viendra la vraie réduction des émissions de CO2. On va vous écouter, on va essayer d'être très concret et on va se placer au niveau européen, Erwan Tizon, parce qu'a priori la France ne pourra rien faire toute seule pour opérer une relance fléchée vers l'écologie. Voici les chiffres annoncés par la Commission européenne aujourd'hui. Chute du PIB de 8,7% attendue en 2020 dans toute la zone euro. Pour ce qui est de la France seulement, la chute du PIB sera supérieure à 10%, du même niveau que l'Italie et que l'Espagne. On doit s'attendre à plusieurs millions de suppressions d'emplois. Un plan de relance européen est dans les tuyaux, un plan à 750 milliards d'euros. Cet argent sera-t-il fléché vers l'urgence écologique? Écoutez ce qu'en pense l'économiste Gaël Giraud qui était sur notre plateau la semaine dernière. Cela dit, 750 milliards sur 3 ans, donc vous divisez par 3 pour avoir le montant chaque année, divisé par 27, ça fait des pouillèmes par pays. C'est vraiment tout à fait insignifiant par rapport à la gravité de la récession dans laquelle on est en train d'entrer. Donc le niveau n'est pas du tout le bon. Ensuite, la question des 750 milliards, c'est vont-ils être fléchés vers le vert? S'il s'agit de recapitaliser à l'Italia en Italie, comme on a recapitalisé Air France, KLM en France, je ne vois pas tellement l'intérêt. On est juste en train de ressusciter le monde d'hier, dont on sait tous les travers. On ressuscite le monde d'hier, vous êtes d'accord? En tout cas, là, dans l'après-Covid, pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose qui correspondait à de nouvelles orientations. Donc c'est pour ça que beaucoup de questions dansent autour de ce nouveau gouvernement. Beaucoup de choses vont, on le sait, vous l'avez dit, avec la nomination de Jean Castex à Matignon, avec un cabinet dont le directeur de cabinet de Jean Castex est un proche d'Emmanuel Macron. On voit bien que les décisions vont beaucoup se prendre à l'Élysée, que Jean Castex va être un facilitateur au niveau de l'appareil d'État, dans les territoires aussi, puisque c'est un élu local, avec la majorité qu'il a déjà été visitée, avec les députés, les sénateurs. Mais pour l'instant, il y a beaucoup d'interrogations sur les directions qui vont être prises. Effectivement, 15 milliards, ça n'est qu'un chiffre. Et tout va dépendre de la volonté d'Emmanuel Macron et des impulsions. Pardonnez-moi, il est confronté à une crise qui va être majeure. Est-ce que ça vous semble possible d'à la fois sauver les milliers, les millions d'emplois pour ce qui est de l'ensemble de l'Europe et en même temps sauver la planète? La question, est un petit peu caricaturale, mais elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. Est-ce que c'est possible de faire les deux en même temps ou est-ce qu'on est obligé de prioriser?
C'est très compliqué de faire les deux en même temps, et en même temps, il n'a pas le choix, c'est-à-dire qu'il est obligé d'aller dans les deux directions. Et pour ça, probablement faut-il ne pas en rester uniquement à des incitations envers les entreprises, mais peut-être un petit peu plus les contraindre. Et pour l'instant, on n'a pas vu énormément de demandes très claires en direction des entreprises. Et on sait que c'est les entreprises qui polluent le plus. Hein. C'est contrainte et économie de marché, ça va souvent pas ensemble. Hein. Voilà, et c'est pas du tout la conception de l'économie d'Emmanuel Macron, qui n'est pas un interventionniste dans l'âme, ni Bruno Le Maire non plus. Donc à un moment donné, on peut travailler avec les entreprises, on peut être dans les incitations, on peut leur demander beaucoup de choses. Peut-être qu'à un moment donné, si on veut avancer, il faut aussi fixer des objectifs clairs aux acteurs économiques. Bettina Lavigne. Vous savez, c'est pas le problème d'Emmanuel Macron, c'est le problème de tous les dirigeants de la planète. On est dans une transition ou bien une transformation. Au Comité 21, on a fait un rapport sur la transformation. Parce que on est au-delà de la transition. À force d'avoir tellement attendu, à force de ne pas avoir préparé la transition vers une autre économie, vers d'autres emplois, bonjour, on se retrouve, on avait dit que c'était 2030, c'est 2020, je veux dire, avec une confrontation absolument énorme entre une grosse catastrophe comme le Covid, il y en aura d'autres sortes, etc. Et puis, une économie qui est encore sur l'ancien modèle. Donc, tous les dirigeants, ils doivent ou bien sacrifier des hordes de gens qui ne retrouveront pas d'emploi, ou bien refaire un peu, vous avez raison en fait, un peu d'ancien monde, le moins possible, je veux dire, pour pas tout casser, tout en, comment dirais-je, insufflant du nouveau monde. C'est un exercice d'équilibriste incroyable. C'est un exercice extrêmement difficile. Mais sauf que ça fait des années qu'on sait qu'il nous pend au nez. Oui, on est parti 20 ans trop tard. Il y a quand même du nouveau par rapport à ça. D'abord, je voudrais revenir sur les chiffres de Gaël Giraud. Enfin, les 750 milliards, ça va être de l'investissement qui vont être répartis sur l'ensemble des États. Effectivement, ça peut paraître une goutte d'eau. Je voudrais quand même revenir sur le fait que c'est également accompagné par le comportement de la BCE, qui vient quand même d'octroyer 1300 milliards d'euros à moins 1%. C'est-à-dire que la BCE paye les banques. L'aide est là, mais va-t-elle vers le vert, Éric Delannoy ? Va-t-elle vers le vert ? Si on réinjecte des milliards dans des entreprises polluantes, est-ce qu'on fait bien les choses ? Il y a une cohérence qui est en train de se mettre en place. Quand le Crédit Mutuel décide de mettre en place une raison d'être et potentiellement devenir une entreprise à mission, quand BNP Paribas annonce qu'ils vont arrêter le financement des entreprises fossiles, quand on sait bien qu'avec les nouvelles orientations de la consommation, énormément d'entreprises sont extrêmement sensibles au nouveau cadre juridique qui s'est mis en place sur le fait de prendre en compte dans les statuts la raison d'être et des engagements environnementaux et sociaux. On voit bien qu'il y a une mouvance, un mouvement de fond qui est en train de se mettre en place pour que les entreprises soient les acteurs de cette transition écologique. Simplement, ce que l'on prend rarement en compte dans ce domaine-là, c'est la temporalité. Ça ne se fera pas en 5 ans, ça ne se fera pas en 3 ans, et ce n'est pas en mettant des injonctions sur Air France qu'il faut des injonctions trop fortes sur conditionner les aides. Des contraintes, disons-le. Des contraintes fortes. Mais je veux dire, c'est pas possible pour pouvoir développer un avion qui diminue de 30% sa consommation. Il faut de la recherche et développement, il faut créer de la richesse. La première des priorités, c'est de redonner la possibilité aux entreprises de créer de la richesse pour qu'on dégage les surplus nécessaires pour faire de l'innovation. Et à partir de là, on va continuer cette innovation qui est en marche vers des entreprises plus responsables et qui prennent en compte plus les enjeux sociaux et environnementaux. Plus de conditionnalité quand même. Donc il y a l'école de la douceur, on y va en douceur, on y va en force, Erwan Tison. Non, excusez-moi, je veux dire franchement... Alors allez-y. Non, juste une demi-seconde. La transition ou la transformation, c'est pas de la douceur. C'est pas de la douceur, c'est pas tiède d'être comme ça. C'est le fait que, moi je pense que l'écologie c'est aussi un humanisme et qu'on doit emmener tout le monde et ne pas sacrifier toutes sortes de gens parce que du coup, on aura les gilets jaunes, des gens qui diront on ne veut rien, on ne veut pas de taxation, etc. C'est pour ça que c'est toujours extraordinairement c'est une recherche d'équilibre. Et en même temps, on voit aussi que sur le glyphosate, si on n'avait pas interdit, il y en aurait toujours en France. Mais donc, il y a des décisions à prendre. Toutes les questions agricoles et de santé. On fixe un cadre. Un cadre et derrière, dans ce cadre-là, on fait en sorte de fonctionner différemment. Erwan Tison, parce qu'il nous reste une minute. Qui a été repoussé plusieurs fois aussi sur le glyphosate. Oui, vous savez, il y a l'outil le plus efficace qui existe en économie, c'est le prix. Et tant qu'on n'aura pas justement mis en place une vraie taxe carbone aux frontières européennes qui, en fait, va tout simplement frapper
la production et la consommation de biens et de services qui seront polluants, on n'arrivera pas justement à pouvoir faire cette transition-là. Dernière chose, sur le côté vraiment, vous savez, on va vers la crise la plus puissante, la plus grave qu'on ait jamais connue de notre histoire, la crise économique. Mais une crise, c'est aussi une opportunité. D'ailleurs, en mandarin, les deux mots ont la même étymologie. Et faisons justement de cette crise-là une opportunité pour à la fois faire un gap technologique, un saut technologique. Il y a énormément de technologies, justement, que ce soit la 5G, la voiture autonome. Une voiture autonome peut nous permettre de remplacer 9 à 10 voitures dans un centre-ville. La 5G peut permettre de piloter, de stocker de l'énergie et de la diffuser au moment où on en a vraiment besoin et pas quand justement elle est produite. Donc il y a une possibilité d'utiliser cette crise-là pour réaliser un saut technologique, un saut quantique dans le temps pour nous permettre en fait tout simplement de nous réinventer, d'avoir une véritable consommation qui soit plus propre, plus vertueuse en vue de l'environnement et ça grâce au progrès technologique, grâce à l'innovation, à une seule condition, de ne pas le brider et de surtout pas commencer à sortir la boîte à interdit. S'il vous plaît, seul le Premier ministre a la parole. Vous l'écoutez. Difficile entrée dans l'arène pour Jean Castex. Le Premier ministre n'a pas encore prononcé son discours de politique générale, mais doit déjà défendre ses choix face aux parlementaires. Pour sa première séance de questions au gouvernement, les groupes d'opposition l'attendaient de pied ferme à l'Assemblée nationale, à commencer par son ancienne famille politique. Malgré vos tentatives peu réussies de recrutement à droite, c'est bien un programme de gauche que vous allez devoir appliquer. Trop à gauche pour la droite, Jean Castex est aussi trop à droite pour la gauche. Dans votre gouvernement, il n'y a eu aucun soutien pour la demande des ménages. Nous vous avons proposé ici 250 € par famille plus 100 €. Vous avez dit non. Suite de la journée marathon avec une autre séance de questions au gouvernement, cette fois au Sénat. L'ambiance est plus apaisée. Pas de huée, mais très vite une mise en garde. Le Sénat est accueillant, il a le souci du dialogue pour peu qu'on veuille bien s'y prêter car il faut être deux. Depuis le début du quinquennat, le Sénat se sent marginalisé. Fort de sa casquette d'élu local, Jean Castex assure que son gouvernement sera à l'écoute des territoires et lance une promesse. Établir avec le Sénat des relations certes courtoises, républicaines, cela va sans dire, mais approfondie dans le but de servir nos concitoyens de manière plus efficace. La semaine prochaine, Jean Castex reviendra devant les parlementaires pour leur présenter cette fois sa déclaration de politique générale. Et on suivra ça de très près sur Public Sénat, vous vous en doutez. Sophie Primas, allons plus loin avec vous. Merci d'être avec nous. Il vous a fait quelle impression, Jean Castex? Trop à gauche pour la droite, trop à droite pour la gauche? C'était la formule de notre journaliste Samia Dechir. Oui, ce sont des postures. On en est au départ. C'est plutôt un homme qui vient de la droite, qui va servir un gouvernement du en même temps. On n'a pas bien compris encore quelles sont les orientations qu'il va prendre, puisque son discours de politique générale, nous l'aurons qu'après le discours du président de la République, plutôt la semaine prochaine. Donc j'ai trouvé que cette séance de questions d'actualité, c'était un peu, on faisait connaissance physiquement. Mais en réalité, le Premier ministre s'est exprimé avec une certaine qualité de langue de bois, on va dire, pour ne finalement dire pas grand-chose sur ses orientations, juste au moment de la question de la présidente Assassi sur la réforme des retraites, où là, il a dit clairement qu'il allait conduire une réforme des retraites, mais c'est un exercice difficile à la fois pour le Premier ministre et pour les ministres. Moi, je ne veux pas attaquer les hommes, on sera sur les actions et sur la réalité de ce qui se passera après dans le système législatif. Il y a tout de même une constante dans ses mots, dans son discours, c'est qu'il dit être un homme des territoires, le Premier ministre des territoires. Ça, c'est quelque chose qui parle aux sénateurs, à la Chambre des territoires. Forcément, quand on vient avec un bel accent comme le sien, ça parle un peu comme M. Requier, où on a quelques accents dans l'hémicycle du Sénat. Et immédiatement, ça donne un crédit de confiance supplémentaire par rapport à une haute administration un peu désincarnée des territoires. Donc évidemment, ça, c'est un point positif. Mais encore une fois, par exemple, on a une annonce d'une énième réunion sur la décentralisation des territoires cet été. On en a déjà fait plein depuis le début du mandat de M. Macron. Donc voilà, maintenant je crois qu'il est temps de passer à l'action et il peut incarner la décentralisation s'il y a des faits de décentralisation. Il y a aussi une annonce d'une énième, j'allais dire, un peu pour reprendre votre expression, des partenaires sociaux avant le 20 juillet. Ce qui est clair quand même chez lui, c'est qu'il a décidé d'aller vite, de passer à l'action assez vite. Mais il est obligé, il reste time is running out, comme on dit en ardéchois. C'est le
il reste plus que, en gros, 18 mois pour le gouvernement pour arriver à des actes. C'est très peu, hein, sur un mandat de 5 ans. C'est très peu, 18 mois pour légiférer, pour avoir des actions qui portent des effets. C'est très, très peu. Donc, on a beaucoup parlé. On a fait des conférences, post-gilets jaunes, toutes les crises sociales qu'on a connues. Maintenant, il faut y aller. Il faut prendre les décisions et il faut légiférer. Donc, en effet, le Premier ministre a peu de temps. Justement, en un mot, est-ce que la droite sénatoriale est prête à l'aider à aller vite, ou vous sentez qu'il y aura quand même des barrières, des barrages? Écoutez, aujourd'hui, il a dit plusieurs fois, on a besoin de vous, lui et certains de ses ministres ont dit on a besoin de vous dans la majorité ou dans l'opposition. C'est l'esprit sénatorial. Hein. Vous savez qu'ici, on est beaucoup moins clivé, j'allais dire, qu'à l'Assemblée nationale, et que le rôle du Sénat, c'est d'améliorer les projets de loi que porte le gouvernement ou les propositions de loi. Et donc, nous, on est prêts à aller vite parce que l'intérêt, c'est l'intérêt du pays et que le pays est dans un triste état après cette crise. Enfin, il était déjà pas terrible avant, mais là, voilà. On va continuer de revenir sur les premiers pas de ce nouveau gouvernement au Parlement. C'est l'heure du club. Marie Brémond, on commence avec vous. On va revivre ces CAG. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé, dans quelle ambiance, dans quel état d'esprit. Comme un air de rentrée des classes, Rebecca, une première pour le nouveau gouvernement au Sénat. Le Premier ministre est arrivé d'un pas décidé et lucide. C'est le bizutage. Voilà, c'est le mot. Prêt pour le bizutage, Jean Castex, et derrière les formules de bienvenue et de politesse d'usage, le président du Sénat, dès le début, il a donné le ton. Il faudra compter avec la Haute Assemblée. Je forme donc le vœu, Monsieur le Premier ministre, que le Sénat soit écouté au cours des 2 années qui viennent. Le bicamérisme est une chance pour la démocratie et l'équilibre de nos institutions. Dans une période marquée par la succession de crises et de tensions, je vous le dis, mes chers collègues, la démocratie représentative est le visage de la démocratie vivante. Message entendu et reçu 5 sur 5 par le Premier ministre qui va se lancer dans une opération séduction en règle, un homme de droite face à une assemblée majoritairement à droite. Écoutez. Je voudrais vous indiquer au préalable la vive émotion que je ressens, m'exprimant pour la première fois dans ma fonction de Premier ministre devant vous. Et je suis ici dans la Chambre, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, des territoires. Je suis dans la Chambre des territoires et je suis moi-même, vous le savez, un élu issu des territoires. On l'aura bien entendu et bien compris, sauf qu'au final, Marie, on retrouve ici les mêmes lignes de fracture finalement qu'avec le gouvernement précédent. Tout à fait. Pas de trêve, pas de répit pour ce nouveau gouvernement. Sur le fond, les sénateurs ont questionné l'exécutif sur la crise sanitaire et économique, sur la question environnementale ou encore sur la réforme des retraites. Sophie Primas en parlait tout à l'heure. Et du côté des communistes, sans surprise, on est contre cette réforme portée également par ce nouveau gouvernement. La présidente du groupe n'y va pas par 4 chemins. Donc nous aurons l'occasion d'en reparler. Mais je dois dire, Monsieur le Premier ministre, que vous êtes là sur un très mauvais chemin. Les sénateurs ont aussi aimé rappeler avec une certaine malice le pouvoir de contrôle de l'action gouvernementale. Et là, c'est le président de la Commission des lois, Philippe Bas, du groupe Les Républicains, qui subtilement le fait comprendre au nouveau garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Monsieur le ministre, vous allez nous recevoir et nous allons vous auditionner. Après la déclaration de politique générale du Premier ministre, nous sommes pressés de vous entendre. Nous voulons rentrer dans les détails. Vous avez mis la barre haut, et même peut-être très haut. C'est la bonne altitude. Et maintenant, à vous de la franchir. Les attentes sont fortes, c'est dit. Les sénateurs seront vigilants, exigeants, voire indulgents, en tout cas du côté des sénateurs La République En Marche, et tout particulièrement à l'endroit d'une des personnalités fortes de ce gouvernement, Éric Dupond-Moretti. Donc qu'il y ait un peu de friture au départ, on peut le comprendre, parce que Maître Dupond-Moretti était quelqu'un de très fort en parole. Maintenant, vous l'avez entendu aussi tout à l'heure, beaucoup d'humilité, et on le sent dans ses propos. Je crois qu'il a changé d'envergure en étant ministre, et donc je n'ai pas d'inquiétude de ce côté-là. En tout cas, le nouveau ministre n'est pas apparu super à l'aise pour un ténor du barreau. En rajoute-t-il niveau timidité pour rester à l'abri des questions qui fâchent, des questions polémiques? Sophie Primas, un avis?
Je l'ai trouvé à la limite du touchant, c'est-à-dire à la fois ému et pâteau. Alors je ne sais pas si c'est joué, parce qu'il est très très fort, on connaît Maître Dupond-Moretti, enfin le ministre Dupond-Moretti. C'est un acteur aussi. Ou si c'est un acteur de comme théâtre, tous les avocats, etc., comme beaucoup d'avocats, comme beaucoup de politiques. Et donc je ne sais pas quel était le niveau de sincérité dans son expression cet après-midi, mais on voit bien, il dépasse le temps, et d'ailleurs avec bienveillance, le président lui a laissé plus de temps, le président du Sénat lui a laissé plus de temps. Donc il était un peu pâteau, un peu emmêlé, un peu ému. Bon, est-ce que c'était joué, est-ce que c'était réel? Encore une fois, on attendra les faits et la réalité. Et au-delà du cas d'Éric Dupond-Moretti, qui vampirise complètement les discussions depuis quelques jours, est-ce qu'il y a des nominations qui vous ont particulièrement interpellée, séduite ou, je pensais notamment à Julien de Normandie, à l'agriculture peut-être. Comment votre commentaire sur cette nouvelle équipe? Oui, Julien de Normandie, moi je le connais, je l'ai côtoyé beaucoup dans le cadre de la loi Elan lorsqu'il s'occupait du logement, dans ses responsabilités à l'époque de secrétaire d'État et après en responsabilité sur le logement et la ville. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'attention en fait à la parole parlementaire. Donc il est très attentif quand il intervient dans l'hémicycle, très attentif aux questions, aux remarques, il y répond de façon très précise. Donc il a vraiment une relation assez bonne avec les parlementaires. Maintenant sur le domaine de l'agriculture, c'est vrai qu'il est ingénieur des ponts, ingénieur des eaux et forêts, pardonnez-moi, je crois, me semble-t-il, ou ingénieur agro. Mais il est un peu décalé dans l'image agricole, on l'imagine avec un peu de difficulté au salon de l'agriculture ou au fin fond de l'Ariège, mais bon, il y a une grande capacité aussi d'adaptation. Donc moi, encore une fois, je ne fais pas de procès a priori. On regardera comment il équilibre, en fait, il arrive à équilibrer à la fois les demandes que ne manquera pas de lui faire Mme Pompili, celles que lui demandera le monde agricole. C'est là où tout un ministère de l'Agriculture aujourd'hui a son importance. Un mot de Bruno Le Maire, dont le portefeuille a été élargi, ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance. Il nous a dit ceci: notre feuille de route est simple et claire, la relance. Le problème, c'est comment? Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que vous attendez de lui? Je pense qu'on peut faire crédit à Bruno Le Maire d'avoir réagi de façon assez importante pendant la crise. Aujourd'hui, il met sur la table un certain nombre de milliards avec l'Europe. Enfin, il est en train d'aller chercher ces milliards et d'essayer de trouver les sources pour ces milliards pour effectivement injecter dans l'économie. Ce que j'attends de lui, c'est qu'on mette ces milliards aux bons endroits. C'est-à-dire qu'en collaboration à la fois avec l'Europe, mais aussi avec les territoires, pour le coup, je reprends le terme du jour, avec les territoires et notamment les régions et les départements, on arrive à mettre les investissements dans un véritable virage économique et industriel. Et écologique ou pas? Oui, bien sûr, ça fait partie des attendus aujourd'hui des Européens d'une façon générale, qu'on prenne ce virage. Peut-être est-ce une opportunité d'accélérer ce virage-là. Il faut absolument qu'on investisse dans les industries et l'économie d'avenir, qu'on réfléchisse sur le numérique, qu'on réfléchisse sur l'industrie 4.0, qu'on réfléchisse aussi à comment on ne fait pas de notre économie une économie d'élite et élitiste. Moi, je suis très attachée à ce que la France sache aussi produire de ce que j'appelle des produits d'entrée de gamme, c'est-à-dire qui correspondent à 50 ou 60% ou 70% parfois de la consommation des Français. Et si ça, on ne sait plus du tout le produire, ça me pose un problème, parce qu'on ne produira que pour une certaine partie de la population française. On arrête de le laisser aux Chinois, en clair. Il ne faut pas le laisser aux Chinois, il ne faut pas non plus le laisser de façon intra-européenne qu'à des pays de l'Est de l'Europe. Ça pose des problèmes de convergence, là aussi, qu'il aurait fallu accélérer, convergence fiscale, sociale, environnementale, y compris à l'intérieur de l'Europe. Allez Bruno Filini, on va continuer avec vous. Et puisqu'on est dans un moment de changement d'équipe et de nom de ministère, vous avez eu envie de vous replonger dans l'histoire des intitulés des ministères et des secrétariats d'État. Oui, si on se place en longue période, par exemple sous l'Ancien Régime ou sous l'Empire et jusqu'au milieu du 19e siècle, un gouvernement en France, c'est environ 12 personnes. Et donc, ce sont des personnages tellement importants, d'ailleurs, les membres du gouvernement, qu'ils ont droit au titre d'excellence. Quand on s'adresse à eux, on dit excellence. C'est Louis-Philippe, en 1830, qui fait disparaître cette petite élégance-là. Il n'empêche qu'au départ, ce sont des personnages tellement importants, d'ailleurs, qu'on les appelle les ministres secrétaires d'État.
On ne distingue pas à l'époque, au contraire, parce qu'étymologiquement, le secrétaire d'État, c'est celui qui a la signature de l'État, qui peut signer au nom de l'État. Et donc, il y a des ministres secrétaires d'État, en général en charge des postes régaliens, la police générale, la guerre, la marine, les affaires étrangères. Et puis, logiquement, il y a des sous-secrétaires d'État. Aujourd'hui, ça serait une injure de traiter quelqu'un de sous-secrétaire d'État, mais au XIXe siècle, c'est tout à fait courant. Et on va en créer. En 1848, on crée le sous-secrétariat d'État aux colonies. C'est logique. Oui. Et c'est d'ailleurs Victor Schœlcher qui va abolir l'esclavage. En 1896, nouvelle technologie de l'époque aidant, on crée le sous-secrétariat d'État aux postes et télégraphes. Et oui, bien sûr. En 1913, le sous-secrétariat d'État à la marine marchande. Alors voilà un ministère qui, lui, a vraiment complètement disparu. Et puis, donc, on arrive comme cela, au début du XXe siècle, à des équipes gouvernementales d'environ 20 personnes. Oui. Bon. Ça explose tout simplement avec la Première Guerre mondiale, parce que là, il faut des gens très compétents, avec des ministères très techniques, et on va multiplier les sous-secrétariats d'État au ravitaillement, au recrutement, au service de santé des armées, etc. Et par exemple, quand Georges Clemenceau, en 1917, arrive à la tête du gouvernement, eh bien, on a 34 membres, et à l'époque, c'est considéré comme colossal. Il y a 14 ministres, 14 secrétaires d'État, 6 hauts commissaires. C'est aussi pendant la Première Guerre mondiale qu'on a l'idée de créer un sous-secrétariat d'État aux inventions, parce que, bah oui, la technologie, c'est important, et en fait, c'est le noyau, l'ancêtre de notre ministère de la Recherche, en fait, tout simplement. Et de l'innovation. Ouais. Alors, après la guerre, on pourrait penser qu'on revient au stade antérieur, mais non, on a pris des habitudes, les équilibres, c'est les équilibres, donc on va garder des équipes. Il y a des ministères qui disparaissent, mais on en crée d'autres. Mon préféré, bien sûr, au moment où il faut équiper, d'un point de vue énergétique, la France, c'est le sous-secrétariat d'État aux mines et aux forces hydrauliques. Je trouve que ça fait quand même une très belle carte de visite, n'est-ce pas? Ça fait les barrages. N'est-ce pas? Et bien sûr, c'est l'électricité, bien sûr. Les forces hydrauliques. Croyez-vous aux forces hydrauliques? Et puis, il y a le sous-secrétariat d'État aux régions libérées, bien sûr, avec les millions d'anciens combattants, le ministère des pensions, en 1920. En 1920 également, grande année, un petit ministère de l'hygiène qui va devenir notre grand ministère de la santé, le sous-secrétariat d'État à l'enseignement technique, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Dans les années 30 émerge le département ministériel du tourisme, qui va connaître évidemment un élan particulier en 36 avec le Front populaire, où là on a un ministère de l'organisation des loisirs. Alors, là que ça fait beaucoup rire, mais c'est tout à fait sérieux avec bien sûr les congés payés. N'oublions pas aussi cette petite innovation qui a son importance en 1936, 3 femmes qui entre au gouvernement, et c'est ainsi que l'institutrice Suzanne Lacorre devient sous-secrétaire d'État à la protection de l'enfance. C'est la première fois qu'on a l'idée de protéger les enfants avec un département ministériel ad hoc. Après la guerre, de nouveaux ministères, évidemment, la reconstruction, un éphémère sous-secrétariat d'État aux affaires musulmanes en 1946, et plus étonnant encore, avant l'indépendance de l'Algérie, on a sous la 4e République des ministres du Sahara. Oui, au gouvernement français, il y avait un ministre du Sahara. En 1974, la fièvre réformatrice giscardienne amène à la création d'un ministre des réformes, tout simplement, Jean-Jacques Servan-Schreiber, et bien sûr une secrétaire d'État à la condition féminine, et puis un ministère qui fait un petit peu ricaner, le ministère de la qualité de la vie, qui est tout à fait intéressant. Et d'ailleurs, la gauche un peu jalouse, eh bien, va en 81 créer le ministère du temps libre, et puis aussi le ministère de la mer qui avait disparu et qui vient eh bien, de renaître dans l'actuel gouvernement. Y a-t-il des secrétariats d'État qui seraient devenus des gros ministères? Oui, par exemple, notre ministère de la Culture, anciennement ministre des Affaires culturelles sous Malraux, eh bien, est l'héritier d'un tout petit sous-secrétariat d'État aux Beaux-Arts, qui n'avait donc pas de budget propre, qui dépendait de l'instruction publique, et qui, pendant toutes les années 1900-1910, a été confié à un député peintre qui s'appelait Henri Dujardin-Baumès. Et donc, les gouvernements tombaient, de nouveaux gouvernements arrivaient, et à chaque fois, on retrouvait le même, qui avait la chance d'être à la fois politique et artiste, qui était à ce ministère-là. Et c'est d'ailleurs pour cela, c'est pour lui, par le respect qu'il inspirait, qu'on a eu cette idée qui est restée d'appeler Monsieur le ministre
un sous-secrétaire d'État ou un secrétaire d'État. Et puis, bien sûr, il y a bientôt 50 ans, en 71, a été créé un tout petit ministère délégué à la protection de la nature. C'est aujourd'hui l'énorme ministère de la transition écologique. À l'époque, c'était 0,1% du budget de l'État. Vous voyez qu'en un demi-siècle, les petits ministères deviendront grands. En quelques mots, Sophie Primas, qu'est-ce que ça vous inspire finalement? L'intitulé des ministères c'est très révélateur d'une époque. C'est très révélateur d'une époque, c'est très intéressant, c'est passionnant ce que vous venez de nous dire. Alors nous, on a un ministère dont on ne parle jamais, dont on parle beaucoup en fait quand on se moque un petit peu d'un secrétaire d'État qui a une délégation un peu annexe, on l'appelle le secrétaire d'État au chou farci. Et voilà, encore un autre intitulé intéressant. En vrai, avec le général, c'est pour récompenser quelqu'un, voilà, mais ça c'est de moins en moins vrai, heureusement. Voilà. Non, mais c'est très intéressant, c'est assez caractéristique, effectivement. Quand vous parliez des forces hydrauliques, j'imagine que c'est au moment où on a connu le développement des grands barrages français. Et donc ça, c'est intéressant à remettre par rapport à notre réalité d'aujourd'hui. Vous n'avez pas parlé de l'éducation nationale, il y avait quoi? L'instruction publique. L'instruction publique qui est devenue éducation nationale. Et Jules Ferry était ministre de l'instruction publique. Et d'ailleurs, on a perdu, dans le ministère de la Transition écologique, on a perdu, je crois, le mot solidaire entre le gouvernement précédent et ce gouvernement-là. Alors, je ne sais pas s'il faut lire quelque chose de particulier, mais on y sera attentif. Les historiens nous diront ce que ça veut dire dans quelques années. Quentin Calmet, on va terminer avec vous. Vous avez assisté à la conférence de presse des Territoires Unis ce matin. Territoires Unis, c'est un regroupement d'associations d'élus locaux. Eux aussi ont fait leurs propositions pour l'après-Covid. Quelle est l'idée principale à retenir selon vous? Alors je vais essayer de faire simple, on va faire un résumé parce que c'était c'était très dense, il y avait beaucoup de choses, mais pour faire simple, les présidents d'associations d'élus sont mécontents, comme régulièrement depuis le début de ce quinquennat, mais ils se mettent en ordre de marche et ils réclament une nouvelle étape de la décentralisation. Alors de qui parle-t-on exactement? On parle de l'AMF, l'ADF, l'ARF. Alors nous à Public Sénat on connaît bien ces sigles, mais on va le redire bien sûr pour nos téléspectateurs. François Baroin, il représente les maires de France, il est président de l'AMF. Dominique Bussereau, lui, il est président de l'Assemblée des départements de France, l'ADF. Et Renaud Muselier, que vous voyez, il est patron des régions de France, l'ARF. Ils sont donc à la tête des 3 plus importantes associations d'élus locaux. Ils représentent donc les principales couches de notre millefeuille territorial. Et ce matin, au Sénat, ils ont adressé un message clair. Ces grands élus locaux sont mécontents de la gestion de l'État par l'État de la crise du coronavirus. Écoutez, c'était François Baroin ce matin. Nous, on n'est pas satisfaits du tout. Les Français ont eu peur, on a fait tout ce qu'on pouvait, on était aux premières loges, et si les maires ne sont pas là, je peux vous dire que ce n'est pas du tout la même aventure socialement dans le pays. Si les régions n'avaient pas pris d'initiative comme elles l'ont prise, ce n'est pas du tout la même histoire. Et si les départements n'ont pas agi comme ils l'ont fait en prenant leurs responsabilités pour accompagner, ce n'est pas non plus du tout la même histoire. Mais on le disait, Quentin, c'est quand même pas tout à fait la première fois que ces associations d'élus se plaignent de l'attitude du gouvernement. C'est finalement assez récurrent. Oui, tout à fait. Leur structure Territoires Unis, qui regroupe départements, maires et régions de France, elle a même été créée pour cela il y a 2 ans, lorsque ils en ont eu vraiment assez et qu'ils ont voulu dénoncer les réformes territoriales successives, les baisses de dotation. Mais là, il se joue encore autre chose. Je l'ai dit, ils sont en train de se mettre en ordre de marche. Ils ne veulent plus simplement se plaindre, ils veulent aussi proposer des choses, ils veulent davantage de décentralisation, ils vont pousser en ce sens, car la crise du coronavirus a été un révélateur des lacunes dans l'organisation de l'État. Beaucoup de propositions sur la santé ce matin, il en était beaucoup question de santé lors de cette conférence de presse, car les agences régionales de santé ont été beaucoup critiquées pendant cette crise. Écoutez Dominique Bussereau, le patron des départements de France. Les autorités régionales de santé sont complètement déconnectées de la vie des territoires, y compris d'ailleurs de l'autorité préfectorale. Je vous donne un exemple. Dans mon département, il y a eu 15 morts. Je l'ai appris grâce au quotidien régional Sud-Ouest, 15 morts dans un EHPAD. Autorité de co-tutelle de cet EHPAD, je n'étais pas au courant. Le maire de la commune n'était pas au courant. Le préfet du département n'était pas au courant. Et quand on a râlé sur tout ça, on nous a dit que c'était normal, qu'on avait dû recevoir des copies de mails, mais qu'on n'avait pas dû les lire. Voilà, donc tout ça n'est pas admissible.
Alors, le fait que cette conférence de presse ait eu lieu ce matin au Sénat, ça non plus, ça n'est pas tout à fait anodin. Non, effectivement, Rebecca, la semaine dernière, c'est vous, sénateurs, qui proposiez 50 mesures, toujours sur la décentralisation. Aujourd'hui, les présidents d'associations d'élus ont semblé rejoindre votre mouvement, initié donc la semaine dernière. Eux aussi veulent un grand mouvement de décentralisation, de déconcentration des pouvoirs en France. Et donc, ils se mettent en ordre de marche. Ils serrent les rangs avec les sénateurs pour peser face à Emmanuel Macron, mais il va sans doute falloir au moins cela, parce que le président de la République, il a été décrit comme un président peu décentralisateur. Écoutez à nouveau François Baroin. Il y a un problème culturel, clairement. Emmanuel Macron n'est pas un décentralisateur, c'est rien de le dire, c'est pas sa formation, c'est pas sa culture, il n'a jamais été élu local, c'est pas... voilà. Mais il est à l'écoute, il essaye. Et puis sa responsabilité dans son mandat présidentiel, c'est quand même d'apporter des réponses. Là, clairement, sur la santé, c'est plus possible. On ne peut pas continuer d'avoir un ministère de la Santé qui produit des normes, qui a une lecture comptable et budgétaire, et qui est éloigné, où la logistique a été effondrée, où le dernier kilomètre n'a été traité que par la responsabilité des élus. Et donc, pour être précis, Rebecca, Emmanuel Macron, il a évoqué la différenciation dans les territoires. C'était la semaine dernière dans une interview avec la presse quotidienne régionale. Mais c'est une chose qui a été promise à plusieurs reprises depuis le début du quinquennat. Donc, les élus locaux, ils en ont assez d'attendre. Et ils trouvent que tout ça est trop timide et ils l'ont donc redit ce matin. Et c'est vrai qu'on va pouvoir parler de cette décentralisation aussi par vos propositions, puisque vous allez examiner des textes directement là dans les prochaines semaines, dès le mois de juillet, puisque les sénateurs ont déposé 3 textes déjà. Et puis Sophie Primas, il a peut-être été entendu, votre appel à la décentralisation avec la nomination d'un Jean Castex, par exemple, qui lui-même se dit l'homme de la décentralisation, qui est lui-même maire d'une petite commune. J'espère qu'il pourra apporter cet élan de décentralisation, parce que vous avez vu toutes les concertations qu'il y a eu, et notamment je pense à cette scène après post-Gilets jaunes, de ce grand débat avec le président de la République en bras de chemise, avec 200 maires de l'Eure, tout ça organisé par Sébastien Lecornu dans son département. On a l'impression que les messages, quand même, ça fait longtemps qu'on les porte, ça fait longtemps que le Sénat les porte, ça fait longtemps qu'on essaye de lancer ces opérations de décentralisation, et comme vous le disiez tout à l'heure, ça n'arrive pas. Donc c'est là où je dis, attendons les résultats, parce que... Et puis on nous annonce plutôt aujourd'hui, vous savez, dans la loi 3D qu'on nous annonce, c'est décentralisation, déconcentration, et puis différenciation, donc expérimentation. Et pour l'instant, on nous dit ça sera plutôt différenciation, plutôt expérimentation que déconcentration et décentralisation. Donc je crois qu'il faut qu'on ait le courage ensemble de relever. J'espère que le président de la République donnera cette feuille de route à Jean Castex. Peut-être qu'effectivement, en étant maire, il comprendra mieux les choses. Mais en tout cas, il faut que le président de la République appuie sur le bouton. Vous diriez que l'État a failli pendant cette crise sanitaire, pendant cette période ? Alors moi j'ai de la chance d'avoir eu en région Île-de-France des gens de l'ARS particulièrement à l'écoute, particulièrement organisés avec ça a été redit ce matin. Avec des préfets, des ARS qui a été plutôt salué. Ça a été aussi dit ce matin. Voilà, il y a des ARS qui ont très très bien fonctionné, mais au départ ça a été très compliqué. Et puis même la volonté de la région Île-de-France, la volonté des départements et du mien en particulier, parce que je l'ai vu tous les jours, était retardée, était empêchée par la centralisation. On disait, mais on peut commander des masques, on peut aller distribuer dans les EHPAD, on peut aller distribuer dans les centres socio-médicaux, etc. Et moi, j'étais passé mes journées à mendier des boîtes de masques pour des établissements d'handicapés. Donc voilà, malgré la volonté locale, on se rend bien qu'au départ, dans les 3 à 4 premières semaines, on a vraiment été freiné et empêché. Et c'est l'une des grandes leçons de cette crise. Merci infiniment, Sophie Primas, d'avoir passé cette demi-heure avec nous. Merci à tous les 3. Allons plus loin avec vous, Pierre Ouzoulias. 7,5 milliards d'euros de plus dans le budget annuel de l'hôpital à partir de 2022. Est-ce que vous saluez tout de même un geste, alors vous n'allez peut-être pas dire historique, mais un geste de ce gouvernement ? Non. Je vais vous dire pourquoi. Je pense qu'il y avait une autre question préalable qui était beaucoup plus importante. Il fallait avoir un débat avec la nation et puis le Parlement, parce qu'on oublie beaucoup le Parlement dans ce qui se passe en ce moment, pour réfléchir à une question simple, c'est par rapport à la richesse produite en France, qu'est-ce qu'on doit consacrer à la santé ? Qu'est-ce que mérite la santé comme moyen public ? C'est la question de base, c'est la question de fond. Et
ce gouvernement nous a habitués à une critique forte des fonctionnaires, des services publics. Pendant la crise, j'ai entendu un tout autre discours. On nous a expliqué, on a applaudi tous les soirs à 20h, les personnels médicaux. On s'est félicité que notre service de soins ait résisté, ait fait front de façon admirable et mieux que dans certains autres pays. De tout ça, il faut tirer des leçons, il faut tirer une leçon politique. C'est que notre modèle de service public, il faut le renforcer, mais surtout le maintenir dans sa logique, qui est une logique précieuse. J'entends votre demande de réflexion plus globale, mais ça aurait demandé énormément de temps. En l'occurrence, les soignants voulaient aussi des résultats très vite sur leur salaire à la fin du mois. Il y a quelque chose là pour eux. C'est concret. Bien sûr, mais je pense que c'est deux débats qui auraient pu être menés de façon parallèle. Les syndicats ont leur négociation salariale avec leur ministre de tutelle sur laquelle je ne me prononcerai pas du tout. Parce que j'estime que c'est du ressort des syndicats qui représentent leurs salariés de négocier avec le ministère les conditions de l'accord. Et ce n'est pas un parlementaire de s'introduire là-dedans. Donc il y a ce débat, et à côté, il aurait fallu un débat au Parlement. Là, il y a une commission d'enquête sur la pandémie, mais on aurait bien aimé avoir un débat d'une après-midi, ça le méritait, sur qu'est-ce qu'est le service de santé en France. Et par ailleurs, je trouve que là encore, il y a un manque d'ambition terrible. Parce que dans le problème de la santé, il y a bien évidemment le problème des personnels qui sont dans une situation dramatique. Mais il y a aussi le problème de la recherche hospitalière. On a oublié la recherche hospitalière. Personne n'en parle. La recherche hospitalière, c'est une des recherches en France qui a connu le plus grand nombre de restrictions budgétaires depuis 5 ans. On a abandonné la recherche. On a abandonné la recherche biomédicale, la recherche médicale. Donc là aussi, il fallait en parler. Dans ce Ségur, qui est un nouveau Grenelle, où est Madame Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche? Elle aurait eu son mot à dire sur la recherche. La recherche a été défaillante. A été défaillante pendant cette crise parce qu'elle n'a pas eu les moyens d'aller jusqu'au bout de ses recherches. Donc, de nouveau, avec ce gouvernement, ce gouvernement fuit la réflexion globale, forte, que lui demande la nation. Qu'est-ce que le service public de la santé aujourd'hui? Et on aboutit aussitôt à des négociations qui sont intéressantes, mais qui éloignent la population et le parlementaire des vrais problèmes politiques. Premier test plutôt réussi pour Jean Castex. Reçu un par un à Matignon, les partenaires sociaux ont d'abord salué l'attitude du Premier ministre, davantage ouvert au dialogue que son prédécesseur. Changement d'homme, changement de style. Sur le fond, ça sera aux actes qu'on jugera, donc on verra. Je ne peux pas vous répondre aujourd'hui. Sur la façon de dialoguer, c'est extrêmement direct avec ce Premier ministre, c'est interactif. Hier, devant le Sénat, Jean Castex se montrait pourtant ferme, notamment sur le dossier sensible de la réforme des retraites. Refuser de parler des retraites lorsque l'équilibre des comptes et donc la sauvegarde du système actuel se trouve compromise serait irresponsable. Réponse unanime des partenaires sociaux. En pleine crise économique, l'heure n'est pas aux discussions sur l'équilibre des régimes de retraite, ni cet été, ni à l'automne. On a un sujet d'emploi, un sujet de salaire, un sujet de financement des régimes sociaux, mais tout ça, ça va de pair. Mais c'est pas ce sur quoi je ne suis pas d'accord, c'est qu'on se concentre sur les retraites pour nous enfermer dans une espèce de piège qui serait celui qui n'a pas d'autre solution finalement que de revenir sur les questions d'âge. Priorité donc à la protection de l'emploi, à l'intérieur d'un plan de relance économique souhaité pour la fin de l'été. Dans beaucoup de secteurs, il y a une forme de dynamisme entrepreneurial, en particulier dans les PME, qu'il faut encourager. Et les acteurs économiques, ils ont besoin d'entendre de la bouche du Premier ministre le fait que ça y est, le plan de relance est acté, il va arriver dans les entreprises et dans les ménages. Reste à définir la méthode et le calendrier. C'est l'objectif du prochain rendez-vous avec le Premier ministre, une réunion multilatérale le 17 juillet.
Allons plus loin donc dans le grand débat. Avec nous ce soir, Bertrand Martineau. Bienvenue, vous êtes économiste et membre de l'Institut Montaigne, un think tank libéral. Isabelle Moreau, bienvenue à vous également. Vous êtes directrice de la rédaction du pôle social de l'AEF, Agence Éducation, Emploi, Formation. Thierry Fabre est également avec nous. Bienvenue, vous êtes rédacteur en chef à Challenge, le magazine qui fait sa une sur le classement des 500 plus grandes fortunes de France. Leur patrimoine a encore augmenté dans le climat social que nous connaissons et que nous allons connaître dans les mois à venir. Ce sera intéressant de se pencher sur les chiffres durant ce débat. C'est ce que nous ferons bien sûr. Avec nous également, mais à distance, Marc-Olivier Padis, bienvenue. Vous êtes directeur des études à Terra Nova, un think tank progressiste. Merci à tous les quatre d'être ici. Le gouvernement remet sur le tapis la réforme des retraites. Les syndicats lui répondent non, ce n'est pas l'urgence, la priorité c'est l'emploi, ça va diviser le pays. Qui a raison, qui a tort, Bertrand Martineau? Ah là là. Enfin, c'est facile de répondre ça, c'est un peu les deux. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'une réforme des retraites, évidemment. Le sujet des retraites, il est essentiellement financier. On le savait déjà avant. Il est financier et il y a la question de l'âge du départ à la retraite, qui est, vous savez, le plus tôt de tous les pays de l'OCDE. Donc, il y a un sujet financier, il y a un sujet de départ à la retraite. Donc, si c'est pour remettre ce sujet au goût du jour, effectivement, c'est peut-être une bonne idée. Est-ce que c'est le bon timing? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire une réforme difficile financièrement du système de retraite quand le chômage explose et quand on est dans cette situation de crise sociale et à 18 mois de la fin d'un quinquennat? Ça va être quand même assez difficile. Mais sur le fond, vous diriez qu'il a raison de remettre ça sur Alors, sur la partie financière. Alors maintenant, sur le grand système universel par points, je pense que là, il n'y a vraiment pas urgence. C'est-à-dire que c'est un sujet qu'on peut assez compliqué, avec beaucoup de gagnants, beaucoup de perdants. C'est assez compliqué comme système. Moi, j'ai peur simplement que dans le contexte actuel, si on veut absolument à toute force faire passer ce fameux système universel par points, ça va coûter très très cher parce qu'il va falloir en fait acheter les opposants, c'est-à-dire faire des compensations financières, ça va coûter extrêmement cher. Et puis probablement il va falloir faire plein d'exceptions, c'est-à-dire qu'il va y avoir plein de régimes qui vont échapper au système. Et ce système finalement n'aura d'universel que le nom. Donc voilà, je pense qu'il y a un bilan coût-avantage qu'il faut sérieusement évaluer avant de se lancer à corps perdu dans la bataille. Isabelle Moreau, Jean Castex a pourtant été très clair hier au Sénat lors des questions au gouvernement. Refuser de réformer les retraites serait irresponsable. Alors effectivement, il a dit que c'était irresponsable. Après, donc aujourd'hui et demain, il rencontre l'ensemble des partenaires sociaux. D'ailleurs, il balaye assez large parce qu'il y a 14 réunions qui sont organisées. Il reçoit également Solidaire, qui en général n'est pas convié à ce type de réunion. Je pense qu'il a envie d'écouter un peu ce que disent les partenaires sociaux. C'est vrai qu'il parle de cette réforme. Cette réforme, elle était engagée juste avant le confinement. Je pense que le gouvernement et Emmanuel Macron gardent ça à l'esprit et c'est un peu en travers de la gorge, même s'il y a eu quand même des grandes manifestations comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Je pense que sur les retraites, ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, tant le patronat que les organisations syndicales n'en veulent pas. Quand vous écoutez Geoffroy Roux de Bézieux, quand il est sorti de sa réunion, de sa rencontre avec le Premier ministre, il a dit la même chose. L'U2P, c'est tout ce qui est artisan, on dit la même chose. Donc pour l'instant, il y a un front commun quand même des organisations syndicales et patronales contre la remise sur le tapis de cette réforme. Après, je suis d'accord avec Bertrand Martineau, il y a l'aspect quand même financier. Il y a un déficit qui est absolument énorme, qui atteint, je crois, les 30 milliards d'euros, alors que c'était à peu près 4 avant la crise. Donc, il faudra faire quelque chose. L'âge pivot, on est d'accord, ça ne passera plus du tout. Par contre, il y aura, on connaît tous les paramètres pour réformer les retraites. Ils sont connus, lesquels ils vont actionner. Et effectivement, il y a tout ce qui est durée de cotisation qui semble quand même assez important. Et pourtant, il insiste, Emmanuel Macron. Et puis, c'est un peu dans cette idée de on efface tout et on recommence, on reprend tout à zéro, alors qu'il y a quand même eu 2 ans de discussion, notamment avec M. Delevoye, Thierry Fabre. Alors, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, pourquoi il insiste? Avec tous les arguments qui ont été avancés sont totalement pertinents. C'est pas le moment. Personne n'en veut. Et il insiste. Je pense que la raison de fond, c'est qu'il a envie d'arriver à la fin de son quinquennat en ayant toujours cette image de réformateur. S'il ne réforme pas les retraites, s'il ne réforme plus l'assurance chômage qu'il a mis entre parenthèses, qu'est-ce qu'il va lui rester comme réforme à afficher? Et il a lancé tout son quinquennat sur le Macron réformateur. Cette réforme, elle est effectivement très compliquée, mais enfin, elle corrige beaucoup d'inégalités aussi. Il y a des régimes spéciaux qui perdureront si on ne fait pas cette réforme. Donc, sur le fond, il y a quand même une justification à essayer de la faire ou au moins de la mettre sur les rails, mais effectivement, ce n'est pas le bon moment. Et s'il fait
la réforme à moitié, c'est-à-dire s'il fait uniquement le financier, comme vous dites, alors là, ce sera assez catastrophique pour lui. C'est-à-dire ce sera uniquement le gestionnaire, alors qu'il avait promis de réformer sur le fond. Et là, il est pris, si vous voulez, le Covid a fait exploser son programme de réforme, qui était quand même sur les rails, même si c'était très difficile pour les retraites. Mais il y va quand même. Mais il était à 2 doigts de passer, elle était votée avec le 49.3, et boum, l'épidémie fait exploser son programme, et il n'admet visiblement pas de s'arrêter. Mais sauf on n'arrive pas à comprendre comment il peut la mener jusqu'au bout, parce que ce que vous avez dit est tout à fait pertinent, c'est-à-dire que pour la mettre jusqu'au bout, il y aura des compensations dans tous les sens, les enseignants, les avocats, enfin c'est... Alors, il y en a un qui nous dit que c'est le bon moment, c'est Gérard Longuet. On va l'écouter, ainsi que Julien Bayou, le patron d'Europe Écologie Les Verts, qui évidemment critique cette démarche. Écoutez. Pendant le confinement, le président de la République avait dit que c'est un sujet dont on parlera plus tard. Mais plus tard est arrivé, c'est-à-dire maintenant. Et c'est maintenant qu'il faut en effet apporter une réponse, parce qu'on ne peut pas indéfiniment tirer des chèques sur l'avenir sans se soucier de qui va les provisionner. C'est quand même lunaire qu'après un discours aussi lyrique en avril, que le président nous a dit plus rien sera comme avant, la santé doit sortir du tout marché et l'environnement c'est pareil, et ainsi de suite, on nous dise en fait on revient avec cette réforme des retraites où l'idée sous-jacente et la capitalisation et le fait de confier vos retraites à des fonds d'investissement qui vont spéculer avec. Voilà, tous les deux invités de Bonjour chez vous ce matin, notre matinale sur Public Sénat. Marc-Olivier Padis, maintenant ou plus tard ? Moi, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, plutôt plus tard. Je ne comprends pas que le Premier ministre dise dans un discours que notre système est compromis. Ce n'est absolument pas le cas. Notre système tient la route. Évidemment, il y a encore des équilibres à trouver, mais pas dans l'urgence. Et surtout, ce qui est mauvais, c'est que de dire ça, en fait, c'est un message anxiogène, alors qu'aujourd'hui, au moment où en fait l'économie doit repartir, il faut plutôt envoyer des messages de confiance aux ménages, parce que pendant le confinement, les ménages n'ont pas consommé. À la fin de l'année, en décembre, on estime qu'il y a 100 milliards que les ménages n'auront pas consommé, qu'il faut remettre dans l'économie par leur consommation, qui reprennent une activité pour relancer la machine. Et si les ménages n'ont pas confiance, eh bien, ils ne vont pas dépenser cet argent et l'activité va toujours être très faible. Donc c'est assez difficile de comprendre pourquoi le Premier ministre envoie un message anxiogène comme ça, et c'est aussi difficile de comprendre pourquoi le Président de la République ne s'est pas mis d'accord avec le Premier ministre en amont, parce qu'on sait qu'il y avait eu un conflit entre Matignon et l'Élysée sur cette réforme des retraites, puisque le programme d'Emmanuel Macron, c'était une réforme de justice sur la philosophie avec la réforme à points, etc. Et que c'était Édouard Philippe, en tant que Premier ministre, qui avait introduit cette idée qu'il fallait en même temps faire l'équilibre des comptes avec l'âge pivot. Or, les deux, on ne peut pas faire les deux en même temps. C'est trop explosif. Et donc, c'est difficile de comprendre pourquoi ils ne se sont pas mis d'accord en amont sur un sujet aussi important. Le Premier ministre et les syndicats, on l'a compris, ne sont pas tout à fait d'accord sur les priorités. Cela dit, le climat était assez cordial ce matin. Je vous rappelle juste les mots de Laurent Berger. Nous avons eu une réunion très franche, très ouverte. Il a dit clairement qu'il ne voulait pas nous contourner. On jugera aux actes, on est plutôt partant. Est-ce que, Bertrand Martineau, la forme est aussi importante dans ce genre de négociation et que peut-être ça pourrait finalement passer grâce au style Castex dont on dit qu'il est très fort sur le dialogue social ? Alors, la forme est très importante, mais très rapidement, nous allons être rattrapés par des questions de fond. La question des retraites est quand même essentiellement un sujet financier. On a une impasse financière colossale sur les retraites. On a un problème macroéconomique de départ trop tôt à la retraite en France. Encore une fois, c'est un sujet très important. Je doute fort que les syndicats, y compris les plus réformistes, topent sur une réforme socialement difficile à accepter, surtout dans un contexte d'explosion du chômage. Donc, qu'il y ait la forme, que le Premier ministre soit prêt d'ailleurs à faire des efforts financiers en termes de compensation pour compenser des perdants, pour augmenter les petites retraites, pour sauvegarder un certain nombre de régimes spéciaux qui pourraient y perdre trop fortement, etc., c'est une chose. Mais quand on va rentrer dans le dur, dans un contexte social quand même par ailleurs tendu sur d'autres sujets, je doute que la forme suffise. Il va quand même y avoir un problème de fond. Et on va vers une opposition entre le Premier ministre et le Président à nouveau, comme le disait Marc-Olivier Padis ? Alors ça, j'en sais rien du tout. Je vous avoue que sur ce sujet, je ne sais pas, mais c'est ce qu'on sait de Jean Castex ne nous éclaire pas sur ce qu'il pourra vouloir dans cette réforme ?
Je ne sais pas. Pour l'instant, ce que je note aussi, c'est que ça a été plutôt cordial. C'est ce que vous disiez. Et même Philippe Martinez, à la sortie, a reconnu que l'ambiance était intéressante. Il a été très touché que le Premier ministre l'appelle le lendemain de sa nomination. Après, il dit exactement la même chose que vous. Quand on va rentrer dans le dur, on a eu des promesses. En gros, câlinothérapie, on vous écoute, mais finalement, après, on fait autre chose. Donc, on verra bien. Parce que là, il y a quand même la semaine prochaine 3 dates qui vont être importantes. Il y a le 14, le discours... l'interview du président de la République, le lendemain, le discours de politique générale du Premier ministre et aussi la multilatérale avec le Premier ministre et les organisations syndicales. Donc là, on arrive dans une séquence qui est quand même très très importante pour le gouvernement et je pense aussi pour le Premier ministre qui va devoir marquer des points. Alors, comment va-t-il faire? J'avoue que je n'en sais rien et je pense que je ne sais pas si... On le connaît pourtant, Jean Castex. Alors, on le connaît sans le connaître. La droite, on a une petite idée quand même de son idéologie. Alors droite sociale quand même, parce que c'est vrai qu'on dit à chaque fois qu'il était dans le cabinet de Nicolas Sarkozy. Après, c'est quelqu'un quand même qui est apprécié par les partenaires sociaux. C'est pas quelqu'un qui est quand même rigide, c'est quelqu'un qui est dans l'écoute. Alors effectivement, une méthode ne fait pas une politique, mais peut-être qu'il faut attendre un petit peu et puis après on verra les sujets. Mais je pense que s'il démarre avec la retraite, ça va être compliqué. Ce que les gens attendent, c'est l'emploi, les jeunes, parce que ça aussi, c'est quand même la grosse question. C'est ce que lui ont dit les syndicats ce matin d'ailleurs. Il faut avoir en tête un élément important, c'est qu'en ce moment, c'est la grande distribution de milliards. Et on ne... qui est adoubé par tout le monde. J'ai assisté au Davos français ce week-end avec tous les économistes, les gouvernants de ce monde. C'est extraordinaire de voir les gouvernants très libéraux dire mais il faut dépenser. La crise est trop grave. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on commence à s'intéresser à l'aspect financier des retraites, ça ne va pas être un plan d'économie rigoureux. Ça peut être... un allongement de la durée de cotisation, certes, mais avec des compensations sur beaucoup de catégories, sur les basses retraites, enfin, avec quelque chose qui peut coûter plus cher finalement. En ce moment, vous savez, la crise est tellement grave, le choc est même pire que 1929, que les gouvernements, regardez ce que fait le gouvernement allemand, dépensent sans compter. Donc il ne faut pas s'attendre, même si c'est que le volet financier, à un plan rigoureux où on essaye de revenir dans les clous, même si le déficit était atteint 30 milliards d'euros. Marc-Olivier Padis. Oui, alors ce qu'on entend dans ce que dit Laurent Berger, c'est qu'effectivement, la CFDT était attachée à cette réforme parce que c'est une réforme, c'est la réforme systémique du système, de la philosophie générale, celle qui pourrait reposer sur un système à points. Elle pouvait être favorable pour des gens qui ont des petites retraites, qui ont des carrières discontinues, et donc il y a quand même certaines catégories qui pourraient gagner à cette réforme. Et donc c'est pourquoi peut-être ça pourrait valoir la peine d'aller jusqu'au bout. Mais le problème dans une réforme comme celle-là, c'est qu'on entend crier très fort ceux qui sont les perdants, par exemple les avocats ou d'autres catégories, les profs, et on n'entendra pas ceux qui seront les gagnants parce qu'ils ne s'en rendront compte que dans quelques années. Et peut-être les agriculteurs qui, eux, avaient bien dit qu'ils étaient les gagnants. Oui, alors effectivement, ça c'est... Et tout ça est sur un calendrier très très décalé. Et donc c'est difficile à gérer. Alors est-ce que la stratégie, ce serait de négocier maintenant pour un calendrier qui sera étalé sur, je ne sais pas, jusqu'au début des années 2030. Est-ce qu'il y a vraiment un gain politique si important que ça? Je ne pense pas que ce soit fondamental pour Emmanuel Macron, contrairement à les échos qu'on a à la presse, de dire, voilà, c'est un président courageux, réformateur, il aura fait ça. Je ne suis pas sûr que son bilan se joue là-dessus. Il a quand même déjà bien d'autres actifs dans son bilan. Le nouvel exécutif ne veut a priori donc rien céder sur le calendrier des retraites. En revanche, des gestes sont faits sur les 2 autres dossiers sociaux du moment. Jean Castex accepte par exemple de décaler la mise en œuvre de la réforme de l'assurance chômage. Il l'a fait savoir hier. Et puis le geste le plus fort des dernières heures, c'est peut-être le milliard de plus pour les soignants. À peine arrivé, le nouveau Premier ministre a fait monter l'enveloppe du Ségur de la Santé à 7,5 milliards d'euros. Est-ce à dire que nous sommes dans une phase 3 du quinquennat plus sociale? Vous allez me répondre dans un instant. On va d'abord voir ce qu'en pense Laurence Cohen. La sénatrice communiste est en salle des conférences avec Alexandre Poussard. Laurence Cohen, ce projet d'accord du Ségur de la Santé prévoit une hausse de salaire de 180 € par mois au minimum pour le personnel hospitalier. Est-ce que pour vous, c'est un effort historique? Alors non, je pense qu'il faut faire attention aux mots que l'on emploie. C'est un pas positif qui est dû d'abord à la mobilisation des personnels eux-mêmes qui se battent depuis plus d'1 an et demi
pour obtenir des augmentations de salaire, revalorisation de leur carrière. Et je vous rappelle quand même qu'ils demandent 300 € tout de suite. Là, c'est 180 € et c'est en 2 temps, c'est-à-dire qu'ils vont d'abord avoir 90 € en septembre, je crois, et en mars, 90 € à nouveau. Donc, les personnels qui se sont mobilisés pendant le Covid, ils n'ont pas dit on va se mobiliser en 2 temps. Ils se sont mobilisés tout de suite, on a pu compter sur eux tout de suite. Donc, je pense qu'il faut encore que le gouvernement fasse un effort. Et pourtant, quand on écoute certains syndicats qui représentent ce personnel, comme la CFDT, Force ouvrière, eh bien, ils saluent un effort ambitieux. Mais saluer un effort, moi je salue un pas positif, mais de là à dire que c'est ambitieux, ça ne répond pas à l'attente des personnels. Je suis parmi les parlementaires celle qui va dans les hôpitaux à la rencontre des personnels hospitaliers. Je l'ai fait avec mon groupe et mes homologues au niveau de l'Assemblée nationale dans un tour de France qui a fait qu'on a construit avec les syndicalistes, avec les usagers, des propositions d'urgence pour l'hôpital. Et les demandes, c'est 300 €. Alors ce projet d'accord prévoit également la création de 15 000 postes dans le monde hospitalier. Là aussi, en termes d'effectifs, c'est important. Alors écoutez, je pense que, en tout cas, le ministre commence à entendre une petite revendication, une grande revendication des personnels, c'est-à-dire qu'à la fois il faut respecter le travail qu'ils font et donc il faut valoriser leur salaire et il faut plus de création d'emplois. Sur les 15 000 emplois qui sont créés, il faut être aussi très attentif et bien regarder de quoi on parle. Il y a un certain nombre de postes, je crois que c'est la moitié, qui ne sont pas pourvus, donc qui n'étaient pas pourvus aujourd'hui et simplement que le ministre met dans la négociation. Là encore, pour rappel, la revendication des personnels pour répondre effectivement aux besoins en termes de santé, je vous rappelle que c'est 100 000 emplois au niveau de l'hôpital et c'est également 100 000 emplois au niveau des EHPAD, ce qui correspond d'ailleurs dans les EHPAD, ils le demandent sur 3 ans. Donc on voit bien là, si vous voulez, c'est pour ça que quand vous me dites ambitieux et puis une négociation historique, je vous réponds non. D'accord, donc juste un pas positif, mais pas un effort ambitieux. Merci beaucoup, Laurence Cohen, d'avoir répondu à mes questions. Il va se faire gronder, notre Alexandre. Bertrand Martineau, ça ne suffit pas a priori pour Laurence Cohen, mais pourtant, a priori, aucun gouvernement n'avait fait de tels gestes. Mais ça prouve que ça ne suffira jamais. Il n'y a jamais assez de dépenses publiques. Il n'y en a jamais assez. Voilà. Alors dans un contexte où l'argent est magique et gratuit, et monétisé par une banque centrale, on peut aller très loin. Donc 7,5 milliards, c'est beaucoup, mais on aurait pu dire 9 milliards, 10 milliards, 12 milliards. À la limite, ce sont des chiffres qui ne veulent plus rien dire. Bon, donc c'est un problème global de finances publiques. Les débats, là on parle évidemment d'emploi, de chômage, de retraite, etc., sous un prisme très social. Mais les sujets de 2022, 2023, 2024, ce seront des problèmes de finances publiques. On va être assailli par un problème de finances publiques absolument dramatique. Bon. Donc, voilà pour le... Ça veut dire que c'est trop, là, par exemple? Mais c'est ni trop ni pas assez, c'est pas le sujet. On n'a plus de problème de finances publiques dans ce pays en ce moment parce que la dette est monétisée, mais ça ne peut durer qu'un temps. Bon. Donc, il y a un moment où il va falloir atterrir sur tout ça. Et la question, c'est comment on finance ces 7 milliards? Et je suis désolé, mais il faudrait quand même aussi parler du financement. D'où vient cet argent? C'est une augmentation d'impôts? Pourquoi pas? Parlons-en, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup d'impôts dans ce pays. On peut peut-être augmenter les impôts. On peut peut-être... Enfin, je veux dire, il faut trouver des solutions de financement. Bon. Donc on ne parle pas de financement, c'est quand même dommage. Et tant qu'on ne parle pas de financement, je suis incapable de vous dire si 7 milliards, 8 milliards, 9 milliards, c'est bien ou mal. La question de savoir comment on le finance. Quelles sont les dépenses publiques qu'on supprime en face? Quel choix on fait? Quel choix stratégique on fait? Et ça, ce n'est pas dit. Je regrette aussi qu'on ne dise pas, qu'on ne parle pas suffisamment d'organisation du système, de gouvernance, d'articulation entre le secteur public et le secteur privé, entre l'articulation entre l'hôpital et la médecine libérale, qu'on ne parle pas de temps de travail, qu'on ne parle pas d'évolution professionnelle des soignants avec des carrières qui sont très bloquées. Ça fait l'objet de discussions au Ségur de la Santé. Santé. Oui, mais c'est très typique. On met en avant une fameuse enveloppe qu'on débloque. Vous savez, en France, on débloque des enveloppes. Et les enveloppes sont bloquées. Puis heureusement, il y a des politiques qui débloquent des enveloppes quand même. Donc là, on parle d'un déblocage d'enveloppe de 7 milliards, alors que les spécialistes savent très bien que la question de l'hôpital ne se résume pas, évidemment, à une question de déblocage d'enveloppe. Alors cela étant, si vous voulez me faire dire que les niveaux de salaire sont insuffisants, oui, ils sont insuffisants. Mais il faudrait peut-être se poser la question de pourquoi ils sont insuffisants, pourquoi les carrières sont bloquées, pourquoi l'ambiance à l'hôpital est aussi mauvaise, pourquoi la gouvernance est aussi mauvaise. Et puis peut-être parler aussi de la question du temps de travail. Il faut tout mettre à plat. Mais prendre le sujet par je débloque une enveloppe de 7 milliards, peu importe que ce soit 7, 5, 9 ou 10, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne façon de mettre en avant une réforme systémique. Isabelle Moreau.
Alors quand même, dans le projet d'accord qui est soumis à l'acceptation ou non des organisations syndicales, ils ont jusqu'à lundi pour dire s'ils sont d'accord ou pas ou s'ils signeront, il y a quand même des aspects sur le temps de travail. Donc il n'y a pas que cet aspect financier. Donc vous avez raison sur l'aspect finance publique qui est important et on le disait tout à l'heure, aujourd'hui tout le monde dépense. Donc sur cet aspect-là, c'est quand même un mouvement qui est quand même ancien. Et là, à la décharge du gouvernement, il ne pouvait pas faire autre chose que de débloquer de l'argent. Alors oui, on est à 180 € net, bon, pas les 300, 160 pour les personnels des cliniques qui sont privées. C'est quand même quelque chose, c'est un geste. Après, à la sortie, c'est vrai que CFDT, Force ouvrière, trouvait que le gouvernement avait fait un geste. Est-ce que ça suffira ? On verra, ce sera lundi. Mais on ne pouvait pas non plus ne pas proposer quand même ce type de prime, surtout que le chef de l'État s'y était engagé lui-même. Thierry Fabre, est-ce que c'est un geste qui dit quelque chose de cette phase 3 du quinquennat qu'on attendait plus sociale ? Alors, évidemment, puisqu'il a pris conscience, le président a avoué que ses précédents plans n'étaient pas à la hauteur. Donc, c'est une forme de mea culpa. Et là-dessus, je nuancerai ce que vous dites sur le côté financement, parce que on a quand même réalisé dans notre système de santé que l'hôpital était sous-financé. Et que, justement, les personnels hospitaliers étaient sous-payés par rapport à nos voisins. Ça, c'est l'OCDE qui le dit. Donc, clairement, il y a un problème aussi de moyens. Et ça, c'est un problème c'est-à-dire on a beaucoup plus financé la médecine de ville, relativement, que l'hôpital. Donc, il y a eu un système de gestion un peu bête et méchant qui a serré la vis à nos hôpitaux et qui a fait des catastrophes. C'est un révélateur de la crise. Mais là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, mettre des milliards sans toucher à l'organisation, ça ne fera pas tellement avancer le schmilblick. Parce que la crise a révélé toute la bureaucratie sanitaire extraordinaire. On a eu plein d'exemples sur les tests. Ça va bouger quand même. Les verrous ont sauté pendant la crise, justement. Ça va bouger. Les verrous ont sauté pendant la crise. Enfin, les verrous, c'est ce qui a prouvé que c'était possible. C'est-à-dire, la crise a révélé. C'est-à-dire, quand on voit que le temps qu'il a fallu pour homologuer certains tests, on voit bien que le système ne fonctionne pas. Et donc, nous, on a fait une enquête sur la bureaucratie à l'hôpital, mais des tas d'exemples nous sont remontés, de gestion des ARS, de problèmes entre cliniques privées et hôpitaux. Et si ça n'est pas réglé, effectivement, mettre beaucoup plus d'argent ne va pas résoudre. Ce ne sera pas vraiment plus efficace. Et c'est toute la difficulté du job, parce que mettre de l'argent, c'est facile, en fait. C'est ce que j'allais vous dire. Et on rattrape le retard. Surtout quand on ne sait pas comment c'est financé. Mais bon, là, le financement, c'est un autre problème. Mais c'est un grand problème. Mais après, si vous voulez, en ce moment, tout le monde dit les taux sont à zéro, la crise est trop grave, et il faut dépenser pour qu'on remonte la pente. On est à moins 10% de PIB, il faut absolument qu'on remonte. Donc, on ne se pose pas la question dans l'année qui vient. Effectivement, on se la posera plus tard. Mais là, pour que l'argent investi à court terme, qui est important, soit efficace, c'est effectivement se mettre dans la gestion difficile. C'est difficile de déverrouiller, de réformer les ARS. Enfin, c'est un travail assez ingrat, mais s'il n'est pas fait, ça ne servira à rien. Marc-Olivier Pady, c'est un peu dangereux de la part du gouvernement de distribuer comme ça quelques milliards sans parler du financement ? Alors c'est vrai que ça crée un peu une impression qu'on a fait par le passé des efforts de gestion qui ne se justifiait peut-être pas, parce qu'aujourd'hui, tout semble facile, l'argent coule à flot et on ne parle pas de remboursement, de financement. Donc ça peut créer des malentendus, un malaise sur, dans le fond, pourquoi est-ce qu'on nous demandait hier des efforts qui ne sont plus nécessaires aujourd'hui. Et ça, c'est vrai que ça peut être une source d'inquiétude. Moi, je voudrais ajouter un mot sur ce qui a été dit sur l'organisation et le financement. C'est-à-dire qu'effectivement, je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a un effort à faire sur le salaire, notamment des infirmières, des aides-soignantes, etc. Parce que, comme on l'a dit, on peut dire « je crée 15 000 postes ». Ça ne veut pas dire grand-chose, parce que, comme l'a dit la sénatrice Laurence Cohen, le problème, c'est les postes non pourvus. Il y a des postes aujourd'hui, même à Paris, d'infirmières-chefs qui ne sont pas pourvus. Pourquoi ? Bon, parce que les salaires ne sont pas assez attractifs, mais aussi parce qu'on a une pénurie de personnel médical qui n'est pas propre à la France. Tous les pays européens sont en pénurie. Et même, c'est une pénurie mondiale, en fait. On n'a pas assez de personnel soignant, de médecins à l'échelle mondiale, et ce qui fait qu'on fait venir dans les pays européens des médecins d'autres pays qui, du coup, se retrouvent affaiblis d'un point de vue sanitaire, etc. Mais si on regarde plus finement, en fait, il n'y a pas simplement un manque de personnel, il y a un manque de temps médical. Et là, on touche à la question de l'organisation, c'est-à-dire qu'on demande au personnel de soins trop de temps passé à faire de la bureaucratie, etc. Donc, ce qu'il faut, c'est libérer du temps médical, que les médecins et les infirmières soient vraiment consacrés, enfin eux ils le sont personnellement, mais qu'ils puissent se consacrer comme ils le souhaiteraient et autant qu'ils le souhaiteraient à des tâches médicales. Et là, on touche à l'organisation.
Je dirais juste un dernier mot sur les dépenses. L'Allemagne dépense moins que nous pour l'hôpital, et pourtant tout le monde a vu dans la crise récente que l'Allemagne s'en était mieux sortie que nous dans la gestion de la crise, la prise en charge des malades, etc. Donc il y a bien une question d'organisation à régler. Majeure, inédite, historique, voilà les mots qu'on entend sur cette crise économique et sociale dans laquelle on est en train d'entrer. Et c'est dans ce contexte que vous publiez, chez Challenge, Thierry Fabre, le classement des 500 plus grandes fortunes de France. Si je résume, leur patrimoine a encore augmenté. Vous me dites si je me trompe, hein. Il est à 730 milliards d'euros et Bernard Arnault passe la barre des 100 milliards. Alors on aurait pu penser que la crise Covid aurait un peu affaibli financièrement ces grandes fortunes. C'est pas du tout le cas. C'est pas le cas parce que finalement certains ont pâti de la crise. Dans des secteurs comme l'hôtellerie, la restauration, c'est catastrophique, mais d'autres en ont profité. Il faut bien voir que les fortunes de la tech, par exemple, dans le numérique, ont vu leur valeur augmenter en bourse parce que l'activité a encore progressé. Ce qui fait que le phénomène qu'on observe à Challenge depuis 20 ans, puisque ça fait même 25 ans qu'on fait ce classement, cette extraordinaire concentration des richesses dans le haut du tableau, ça s'accentue malgré la crise. Il faut voir qu'en 2008-2009, la richesse des 500 plus grosses fortunes avait baissé de 30% à l'époque. Cette fois-ci, elle résiste. Donc le phénomène s'accélère et va créer évidemment le débat sur faut-il les taxer. Absolument. Parce que c'est quand même un problème mondial. Toutes les études d'économistes montrent qu'il y a une concentration de la richesse va vers le capital, et donc la question c'est que fait-on ? Absolument, ce qui repose effectivement la question d'une fiscalité plus lourde pour les plus fortunés. C'est ce qu'a fait Odoxa pour votre magazine, pour Challenge. Plus des 3/4 des Français, 76%, soutiennent l'idée d'un impôt spécifique pour les plus riches. Bertrand Martineau, bonne ou mauvaise idée ? Je ne sais pas si, dans le contexte actuel, la question, c'est d'augmenter les impôts. Je ne suis pas tout à fait sûr. Je crois qu'il faudrait peut-être reprendre le sujet à la base. Une raison pour lesquelles les patrimoines s'envolent, c'est quand même le niveau des taux d'intérêt. C'est-à-dire qu'on a une politique monétaire depuis maintenant pas mal d'années, depuis une dizaine d'années, qui est extraordinairement accommodante, avec des taux d'intérêt très bas. Et quand les taux d'intérêt sont très bas, eh bien, on investit dans l'immobilier. Oui, et puis surtout le prix des actifs, qu'ils soient immobiliers ou financiers, est artificiellement maintenu élevé. Bon, je vais donner un exemple quand même qui est frappant, qui montre quand même que les marchés financiers fonctionnent très très mal. L'indice phare américain, le Standard & Poor's 500, c'est-à-dire les 500 plus grosses capitalisations, dans laquelle il n'y a pas que la tech, il y a toutes les entreprises traditionnelles qui se sont effondrées pendant la crise. Le Standard & Poor's 500 a retrouvé son niveau de la fin 2019. C'est-à-dire comme s'il ne s'était rien passé. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand vous avez des taux d'intérêt à zéro, vous vous endettez pour acheter des actions. Et d'ailleurs, c'est les entreprises elles-mêmes qui s'endettent pour racheter leurs propres actions, ce qui est financièrement alors vraiment tout à fait toxique. Bon, donc on est dans une bulle quand même, globalement, qui est entretenue par l'ensemble des politiques monétaires internationales, qui est extrêmement favorable à la croissance des actifs. Donc, avant de penser à taxer, il faudrait peut-être réfléchir sur l'impact des politiques monétaires, sur le creusement des inégalités de patrimoine, parce que le prix des actifs est maintenu artificiellement bas. Sauf que les Français voient les choses assez simplement. Isabelle Moreau, ils voient des plus grandes fortunes qui augmentent et ils se demandent pourquoi on n'irait pas chercher l'argent chez eux. Effectivement, l'équation, elle est simple pour certains et pas que chez des personnes qui sont plutôt démunies, parce qu'on entend aussi des responsables de haut niveau demander une taxation effectivement des plus riches. C'est vrai que là, on assiste, alors c'est vrai que votre classement est assez intéressant et montre que les plus riches sont encore plus riches. C'est vrai qu'on va avoir là quand même des plans sociaux en rafale. Donc beaucoup ont quand même eu pendant la crise... Ça va être inaudible ce genre de chiffres. Ça va être très compliqué quand même à justifier. Je pense que le chef de l'État ne souhaite pas non plus imposer ou taxer les plus hauts revenus. Là, on est dans le démarrage des plans sociaux. C'est vrai que certains ont eu le chômage partiel pendant la crise. On a vu aussi qu'il y avait des bas de laine qui étaient absolument énormes parce que les Français étaient inquiets. C'est vrai que... Si on demande en plus de faire des efforts sur le plan des réformes et qu'on a en face les plus riches restent les plus riches, ça questionne quand même. Et pour le gouvernement, il faudrait bien trouver des réponses. Et il y a d'autres chiffres éclairants dans ce sondage. 53% des sondés reconnaissent avoir une mauvaise opinion des riches. Pour 63%, les riches seraient des égoïstes qui voudraient se soustraire à l'impôt. Que vous inspire tout cela, Marc-Olivier Padis ? Oui, il y a un débat à avoir sur la fiscalité du patrimoine. Nous, on a trouvé une solution très simple pour mettre tout le monde d'accord, c'est de proposer un alourdissement de l'impôt sur les successions. C'est un très bon moment pour redistribuer les patrimoines,
Mais je dis ça met tout le monde d'accord parce que tout le monde est contre. Même les gens qui ont des toutes petites successions, même si on met des exemptions, alors là on s'est fait absolument incendier par tout le monde sur ce sujet-là. Donc, mais il n'empêche que d'un point de vue macroéconomique, c'est quand même une des meilleures mesures à prendre. Thierry Fabre. Oui, c'est vrai. Emmanuel Macron y avait pensé pendant sa campagne et puis au dernier moment, il l'avait écarté de son programme parce que les sondages montraient qu'elle était très impopulaire. Donc, Christophe Castaner, lorsqu'il était à la tête de LREM, l'avait proposé en 24 heures, il l'avait rangé. Donc c'est le sujet tabou par excellence. Mais en ce moment, on voit bien que Emmanuel Macron ne veut pas taxer les riches parce que sa logique, depuis qu'il est arrivé, c'était de relancer la croissance, l'investissement en baissant l'impôt sur le capital. Ça avait commencé à marcher. C'est-à-dire qu'on a eu quand même le dernier classement du consultant EY. La France est devenue la terre d'accueil des investissements étrangers. Ça n'était jamais arrivé. Donc on se dit, il y a un truc qui se passe. Maintenant, la crise, là aussi, met tout par terre. Ça rebat les cartes. Et alors, il n'y a pas seulement le problème de perception de Français qui disent « Oui, moi je galère, je voudrais qu'on taxe les riches ». Il y a beaucoup d'économistes et d'experts qui vous expliquent que dans ces périodes-là, si on le fait de façon exceptionnelle, ça ne casse pas pour autant la dynamique économique. C'est-à-dire les riches peuvent comprendre qu'en une période où on a une baisse de PIB de 10%, ils peuvent contribuer de façon exceptionnelle. Un impôt de solidarité temporaire. Voilà, ça s'est fait après la guerre, ça s'est fait en Allemagne. Donc là aussi, il y a toute une réflexion des économistes qui avancent cette argumentation. C'est pas je taxe les riches, point. C'est je les taxe parce que c'est exceptionnel et qu'effectivement les dépenses publiques sont telles qu'il faut penser à de nouvelles recettes. C'est différent de la haine anti-riche qui monte dans le pays où là il faut les taxer de toute façon. Mais là aussi Emmanuel Macron va être très embêté parce que ce serait quand même se contredire aussi par rapport à ce qu'il a fait. Bertrand Martineau pour conclure. Les fortunes sont quand même très mobiles, c'est un peu le sujet, donc les gens peuvent s'installer ailleurs. Oui, mais si on le fait de façon exceptionnelle, c'est pas pareil, c'est ça. Je suis d'accord, non mais on peut trouver des arguments, mais ce qu'il faudrait surtout, il me semble, c'est globalement baisser les impôts. Alors peut-être en augmenter certains, mais à condition d'en baisser d'autres. Parce qu'on ne peut pas dire que le pays manque d'impôts, manque de fiscalité de manière générale. C'est plutôt un peu notre marque de fabrique. Une mécanique bien complexe à mettre en place. Bon courage à ce nouveau gouvernement. Merci en tout cas. Merci infiniment à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Très très bonne soirée sur Public Sénat.